The much debated Zorro. No. The legendary Zorro. Antonio Banderas est un acteur espagnol qui a facilement conquis Hollywood. Un producteur, un réalisateur, un chanteur et un homme d'affaires. Il a une armée de fans qui l'aiment dans le monde entier, mais qui sont aussi charismatiques et énergétiques. Mix Show présente. Beaucoup sont curieux de savoir comment vit le célèbre acteur aujourd'hui. Antonio Banderas, son vrai nom, José Antonio Dominguez Bandera. Le nom complet de l'acteur est né le 10 août 1960 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son père, José Dominguez Pietro, était un officier de la garde civile espagnole. Et sa mère, Ana Bandera Gallego, travaillait comme institutrice. L'acteur a également un frère cadet, Francisco Javier. Le jeune Antonio n'a pas manifesté d'intérêt particulier pour l'apprentissage. Il aimait le football et envisageait de devenir un athlète professionnel. Cependant, à cause d'une jambe cassée, il a dû renoncer à son rêve. À l'âge de 14 ans, Antonio et ses amis ont assisté à une production théâtrale de Hair. L'histoire des amoureux qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Et ça a tellement frappé Antonio. Il décide alors de s'essayer au théâtre. Antonio commence à se former et devient membre du cercle théâtral de la ville. Il convient de noter qu'au début, l'acteur utilisait le pseudonyme Antonio Abascal. Par la suite, il a utilisé le nom de famille de sa mère comme pseudonyme en y ajoutant la lettre S. Antonio faisait preuve d'un grand zèle, mais peu de gens prenaient sa passion au sérieux. Lorsque le futur acteur a 16 ans, il entre à l'école d'art dramatique de Malaga et rejoint l'une des compagnies théâtrales de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Antonio se rend à Madrid pour se perfectionner en tant qu'acteur. Là-bas, il a travaillé comme serveur, chargeur et même modèle, jusqu'à ce qu'il soit intégré au Théâtre National. À la même époque, Antonio prend part au mouvement culturel La Movida Madrilène, qui signifie « mouvement madrilène », participe à des spectacles et des performances expérimentales. Banderas remarque l'un des plus brillants représentants de ce mouvement, Pedro Almodóvar, qui l'invite à jouer dans son film Labyrinthe de la Passion. Le jeune acteur a obtenu le rôle d'un radical islamique amoureux d'un prince musulman homosexuel. À propos, le premier cachet d'Antonio était d'environ 100 000 pesetas. La collaboration avec le réalisateur a donné un coup de fouet à la carrière de Banderas. Il commence à jouer dans un grand nombre de films espagnols. En 1985, il fait un nouveau film avec Almodóvar, le film Matador. Il y joue un jeune garçon simple qui assume la responsabilité des meurtres commis par son mentor. Le réalisateur lui-même ne considère pas ce film comme particulièrement réussi. Il était plus passionné par le travail sur le film La Loi du désir, dans lequel Banderas jouait l'un des rôles clés. La collaboration entre l'acteur et le réalisateur s'est poursuivie sur le tournage du film Femme au bord de la crise de nerfs. Par la suite, Antonio n'a pas seulement dirigé Almodóvar. Pendant cette période, un certain nombre de films sont sortis avec lui. Le jeune acteur charmant était chéri de l'attention féminine. En 1987, il a épousé une actrice espagnole, Ana Leza, qu'il a rencontrée dans un restaurant près du théâtre. Banderas est tombé amoureux comme un garçon et bientôt, le couple s'est marié. À propos, le témoin du mariage était Pedro Almodóvar lui-même. Bientôt, Ana abandonne sa propre carrière et se consacre volontiers à son conquérant de mari acteur, sélectionnant sa garde-robe, programmant les auditions, surveillant son régime. Malheureusement, la relation entre Antonio Banderas et Pedro Almodóvar s'est détériorée pendant 19 ans. La raison est le refus de l'acteur de participer au tournage de Kika. À cette époque, Banderas se tourne vers Hollywood. Son premier film américain est un drame musical, Mambo Kings, où il interprète l'un des rôles principaux. Pour ce film, souvent on s'est moqué de son prononciation parce que son anglais était pas terrible. Il a passé 6 mois de tournage en Amérique et est tombé amoureux du pays. Tout le succès de Banderas à la maison est resté à la maison. Antonio a dû à nouveau conquérir le public. Et bien que la cassette King's Mambo n'ait pas tout à fait répondu aux attentes des producteurs, mais le macho espagnol a bien marché quand même. En 1993, Antonio apparaît dans le mélodrame House of Spirit et le drame Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Hein?
Ce film est très apprécié par les critiques et le public. Et pour Banderas, c'est un ticket heureux pour Hollywood. En 1994, Banderas joue dans le mélodrame Amour et ténèbres et joue un rôle mineur dans le vampire Arman dans le film Entretien avec un vampire. Do you know how few vampires have the stamina for immortality? En 1995 a été une année très productive pour lui. Sur les écrans se succèdent des films avec sa participation. Aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans le thriller policier Assassin, apparaît dans la comédie Four Worms, joue dans le mélodrame Miami Rhapsody et le thriller Never Talk to Strangers. L'attention particulière d'écriture et du public est provoquée par Robert Rodriguez. I'm looking for a man who calls himself Burcho. That's all. But you had to do it the hard way. Et le film Desperado. Ce rôle est appelé l'un des meilleurs travaux de Banderas dans les années 90. Et le baiser entre Banderas et sa partenaire sur le plateau de Salma Hayek a été nommé pour le meilleur baiser sur MTV. D'ailleurs, toute l'équipe a couru au tournage de la scène du lit entre les personnages principaux. Mais à la fin, seuls le réalisateur et le superviseur du scénario sont restés. Il convient de noter que sur le plateau de tournage, Banderas s'est également révélé être un musicien. L'acteur jouait lui-même de la guitare dans toutes les scènes où cela a été requis de son personnage. Et voici un autre film, une comédie. Too Much n'a pas fait l'objet de critiques aussi élogieuses, mais c'était un acteur spécial. Il a rencontré Melanie Griffith. Ils étaient tous les deux dans une relation formelle. Melanie était mariée à Don Johnson, Antonio était encore marié à Anna. Mais bien que récemment leur relation se soit quelque peu refroidie, il tournait activement aux États-Unis. Et sa femme préférait vivre en Espagne de toute façon. Après avoir tourné ensemble, les acteurs se sont rencontrés de temps en temps et Banderas a réalisé qu'il était tombé amoureux. Il est apparu avec Mélanie lors d'une soirée mondaine. Quand Anna l'a appris, elle s'est envolée vers les États-Unis et a rencontré Antonio avec Mélanie. La relation n'a pas fonctionné. Une procédure de divorce a été engagée et Anna ne voulait pas accorder le divorce à son mari. Cependant, lorsqu'Antonio et Mélanie arrivent dans le pays de l'acteur, ils sont reçus froidement non seulement par l'ex-femme et les parents de Banderas, mais aussi par les médias locaux qui font passer Mélanie pour une divorcée. D'une manière ou d'une autre, en mai 1996, à Londres, Antonio s'est marié avec Mélanie. Et plus tard, en septembre de la même année, est née leur fille commune Stella del Carmen Banderas Griffith. À propos, Antonio a réussi à établir une relation avec la famille de Griffith issue de son précédent mariage, Dakota Johnson. Le couple Antonio et Mélanie faisait plutôt une mauvaise réputation. Alors, pour le bien de son mari, l'actrice a surmonté sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il a soutenu sa femme dans tous ses efforts et essayé de la dissuader de recourir à la chirurgie plastique et a agi comme un père de famille modèle. On raconte d'ailleurs que l'acteur est tombé amoureux de Mélanie 6 ans avant leur première rencontre, lorsqu'il l'a vue à l'écran dans le film The Wild Things. En 1996, la comédie musicale Evita, où Banderas joue le rôle de Madonna, est sortie. Le rôle masculin principal du film a valu à Antonio une nomination au Golden Globe et $4 millions de royalties. D'ailleurs, comme l'a admis la chanteuse elle-même, elle s'intéresse depuis longtemps à Antonio. Une fois, Madonna l'a invité à la première du film avec sa participation, mais il est venu avec sa femme. En 1998, les écrans sortent Le Masque de Zorro, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et du public. Pour jouer le rôle d'Alexandre Antonio, il a suivi 4 mois de formation dans l'équipe olympique espagnole d'escrime. Et selon l'entraîneur, est devenu un épéiste habile. Pour ce rôle, l'acteur a reçu le prix du public de l'Académie européenne du cinéma et a été nommé pour un Golden Globes. Antonio Banderas est devenu une star de première grandeur. Il tourne beaucoup et s'essaie également au métier de réalisateur. En 1999 sort son film La femme sans règles, où le rôle principal est joué par sa femme, Melanie Griffith. Le film n'a pas connu un succès particulier, mais a constitué une part importante de la carrière de l'acteur. La même année sort sur les écrans le thriller d'aventure Le 13e guerrier, où Antonio tient le rôle principal. You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. La même année, aux côtés de Woody Harrelson, l'acteur joue dans le drame sportif Played in the Born et apparaît également dans la comédie The White River Kid. Sa popularité est croissante, tout comme ses royalties. Pour sa participation au film The Body en 2000, Banderas reçoit quand même $12 millions.
L'année suivante, Antonio devient le partenaire d'Angelina Jolie sur le tournage de Original Sin. Liar! Thief! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? Don't you see? I cannot breathe without you! Le film sensuel ne fait que confirmer le titre d'acteur sex-symbole. Et Jolie a même dû démentir les informations sur la romance avec le macho espagnol. En 2001 également, Banderas accepte l'invitation de Robert Rodriguez à participer au film d'action-comédie d'aventure Spy Kids, dont 2 autres volets sortiront plus tard. En 2002, Antonio travaille à nouveau avec Salma Hayek sur le tournage de Frida. Elle joue le premier rôle masculin dans le film franco-suisse Femme fatale. Une expérience moins réussie est celle de Ballistic, un film de la même année dont l'audience est plutôt faible. En 2003, sur les écrans sortent plusieurs films avec le macho espagnol. À la fin de l'été, la première de la suite de l'histoire, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, et à l'automne vient le drame Imagine Argentine. À la télévision, Banderas interprète le rôle du révolutionnaire Pancho Villa dans le film HBO du même nom. Et d'ailleurs, il a été nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 2004, Antonio Banderas prête sa voix au chat dans le film d'animation Shrek 2. Le chat, beauté, charmant et colérique, est extrêmement populaire auprès du public et fait partie intégrante des films Shrek, suivant qu'il s'agisse de longs ou de courts-métrages. Le chat beauté sculpte la lettre P dans un arbre avec son épée, en référence à Zorro. Curieusement, 1 an après la sortie du dessin animé, Antonio réapparaît dans le rôle de Zorro dans La légende de Zorro. Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here's me, here is quitting. We're this far apart. Il est intéressant de noter que le sexy macho espagnol n'est pas seulement un grand acteur, mais aussi un musicien. Il interprète ses propres parties vocales dans les films, le cas échéant. Ainsi, la composition du film Desperado est devenue un succès populaire. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. En 2005, une étoile a été dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur d'Antonio Banderas. Cependant, l'essor est inévitablement suivi d'un déclin. Antonio apparaît de moins en moins souvent dans des films de catégorie A, et les années suivantes, il ralentit légèrement le rythme de ses apparitions sur les écrans. En 2006, il joue un rôle majeur dans le drame Take the Lead. L'année suivante, l'acteur partage l'affiche avec Jennifer Lopez dans le thriller policier Border Town et participe également à la comédie My Mom's New Boyfriend. En 2008, Banderas interprète le rôle de Ralph dans le thriller dramatique The Other Man et joue avec Morgan Freeman dans le thriller policier Ticket Thief. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out. I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. En 2009, l'acteur se fait opérer d'une opération bénigne au dos. Et l'année suivante, il joue dans plusieurs autres films. En 2011, un long dessin animé sur le chat beauté, interprété par la légende macho, est sorti, ainsi que le drame d'aventure Or Noir. La même année, La peau dans laquelle je vis a été présentée en première mondiale comme une réunion de la légendaire union créative d'Antonio Banderas et de Pedro Almodóvar. Ce thriller psychologique est un chef-d'œuvre qui a remporté de nombreux prix. En 2012, l'acteur a joué dans le film d'action Haywire et dans la comédie de science-fiction Ruby Sparks. En 2013, Banderas participe à nouveau à la voix off, cette fois pour le film d'animation Justin et les Chevaliers de la Vaillance. Il collabore également à nouveau avec Rodriguez sur le film Machete et avec Almodóvar dans la comédie I'm So Excited. En 2014, il a été révélé que la femme de l'acteur, Melanie Griffith, avait demandé le divorce. Elle a cité l'infidélité de son mari avec l'actrice Natalie Byrne. Comme raison, ils ont travaillé ensemble sur le tournage d'Unstoppable 3. Mais comme elle l'a admis, il n'y avait aucune raison pour de telles affirmations, si ce n'est la jalousie morbide de Mélanie. Le divorce a été aussi rapide et scandaleux. Les époux se partageaient activement les biens. Ils ont vendu un manoir à Los Angeles pour 16 millions et se sont partagés les bénéfices en comptant les revenus des projets réalisés pendant leur vie commune. Au final, Mélanie a obtenu la maison d'Aspen et le tableau de Picasso, l'artiste et son modèle, et Banderas a un dessin au crayon du même maître ainsi qu'un croquis au crayon de l'artiste Diego Rivera.
En outre, l'acteur a accepté de verser à Griffith une pension alimentaire de $780 000 par an. Depuis son divorce, l'acteur s'est vu attribuer diverses relations, notamment avec Sharon Stone. Sa fiancée est désormais la financière néerlandaise Nicole Campbell, qui a mis de l'ordre dans la vie d'Antonio. Dans les années qui suivent, Antonio joue beaucoup la comédie. Il joue dans le thriller d'action Automata et le drame biographique The 33. Il apparaît également dans le mélodrame Night of Clubs, le drame espagnol Altamira, le thriller Black Butterfly et le film d'action Security. En 2015, Banderas s'intéresse à la mode et s'inscrit dans le célèbre collège britannique, Sepnal St. Martin's. De l'aveu même de l'acteur, devenir designer est un rêve de longue date pour lui. Et en 2016, il a collaboré avec la marque Select. L'acteur a agi en tant que designer de la ligne pour hommes. En 2016, Antonio Banderas est venu à Moscou pour participer à un projet de charité pour le mannequin Natalia Vodionova et pour montrer sa propre exposition de photos. Antonio a été nommé par un Emmy et un Golden Globe pour sa performance dans ce rôle. Peu avant le tournage de la série, l'acteur a eu une crise cardiaque. Tout allait bien, mais Antonio a sérieusement reconsidéré son mode de vie, abandonnant ses mauvaises habitudes, faisant plus souvent de l'exercice et prenant soin de sa santé. En 2018, Antonio joue dans le mélodrame Life Itself. L'année suivante, il apparaît dans le film Laundromat. Il collabore également à nouveau avec Pedro Almodóvar sur le tournage de Pain and Glory, où l'acteur joue le rôle principal. Cette œuvre a d'ailleurs valu à Banderas sa première nomination, tant attendue aux Oscars, ainsi que le Golden Globes. En 2020, l'acteur participe au tournage du film Dolittle. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. Aujourd'hui, l'acteur continue de tourner activement. Le tournage de la comédie dramatique The Official Competition, dont les rôles principaux sont interprétés par Antonio Banderas et Penélope Cruz, est déjà terminé. La première du film d'action-comédie étoilé Le garde du corps et la femme du tueur est prévue pour l'été 2021. En février 2022 devrait sortir le film Undiscovered avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Et à l'automne de la même année, un nouveau dessin animé sur les aventures du charmant Chaboté. Sont également annoncés le drame biographique Dali et le thriller de science-fiction Solo. Les deux films mettent en scène l'acteur dans le rôle titre. La fortune d'Antonio Banderas s'élève désormais à $50 millions. Outre les tournages, Banderas a joué à plusieurs reprises des rôles d'égérie de marques mondiales, dont Orbit, une vidéo amusante dans laquelle l'acteur dialogue avec un beignet, a beaucoup plu au public. Il a également joué dans une publicité pour les lunettes Police. Antonio Banderas et Olga Kurylenko sont également devenus les visages de la campagne publicitaire des nouveaux parfums jumelés Secret Temptation de la marque de parfums Banderas. En général, Banderas est activement engagé dans les affaires. Depuis 1997, il sort sa ligne de parfums Antonio Banderas. Sur le marché, il y a déjà 22 parfums, 13 pour hommes et 9 pour femmes. Antonio se rend personnellement chez les parfumeurs et apprend d'eux comment créer de nouveaux parfums. L'acteur possède également un vignoble en Espagne depuis 2009. Il possède 50% du domaine viticole Anta Banderas et Villalba de Duero, initialement appelé Anta Bodega, qui produit jusqu'à 1,5 million de bouteilles de vin par an, ainsi bien sûr que de l'huile d'olive. Monsieur Banderas s'était auparavant essayé au métier de restaurateur à Posada de Antonio, mais avant d'abandonner l'affaire par la suite. Il a également été propriétaire de Jack Jones by Antonio Banderas, une équipe de course MotoGP dans la catégorie Moto 2 en 2010. Banderas soutient désormais le Malaga Football Club ainsi que le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'acteur est aussi activement impliqué dans des actions caritatives et ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. En 2019, il a ouvert un nouveau théâtre dans sa ville natale avec une capacité de plus de 800 places assises. Antonio Banderas est également propriétaire de diverses propriétés. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il possédait un manoir dans le quartier historique haut de gamme de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont initialement acheté le manoir pour $4,2 millions en 1999, après quoi ils ont acheté la propriété voisine pour $1,3 million et l'ont rattaché au domaine. L'intérieur du manoir, stellaire, est de style classique.
Pendant le divorce, le domaine a été mis en vente et s'est vendu pour 16 millions de dollars, à peine 10 ans plus tard. L'appartement d'Asman est revenu à Melanie Griffith après son divorce. Nichée dans les montagnes, la maison est remplie de lumière et de confort. De grandes fenêtres panoramiques et de nombreuses boiseries et des détails décoratifs rendent l'espace vivant et confortable. Son ex-femme avait d'abord prévu de vendre la maison pour 10 millions de dollars. Puis ils l'ont louée et n'ont finalement obtenu que 4 millions de dollars. Pendant la procédure de divorce, Antonio a acheté la part de Griffith dans leur appartement new-yorkais pour 4 millions de dollars. L'appartement, également décoré, est situé dans un immeuble haut de gamme. En 2018, l'acteur a mis l'appartement en vente, demandant 8 millions de dollars pour celui-ci. En 2014, il a été rapporté que l'acteur avait acheté une penthouse à Malaga. L'acteur aurait acheté 7 maisons et 14 propriétés non résidentielles, dont un bar-restaurant au port maritime, dans les environs de Malaga. Torremolinos et Benalmádena seulement. On sait qu'en 2008, les autorités ont obligé Banderas à démolir une partie du domaine appelé La Mouette, situé à Marbella, car la maison avait été construite par les anciens propriétaires sans obtenir de permis. L'acteur a engagé une action en justice. Désormais, Banderas vit en Angleterre, dans un manoir situé dans le comté de Surrey. La nouvelle acquisition lui a coûté 3,1 millions d'euros. La maison a d'énormes fenêtres et des poutres au plafond. Elle est remplie de lumière et l'acteur adore cet endroit. Il se promène même à vélo dans les bois et dans le quartier. À propos, outre son vélo, Banderas possède une Bentley Continental Superstore, une Porsche 911 Cabriolet, une Audi A7 et même un jet privé dans son parc automobile. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès d'Antonio Banderas? Comment vit Catherine Zeta-Jones et combien elle gagne? Catherine Zeta-Jones est née au Pays de Galles le 25 septembre 1969. Le préfixe Zeta ne fait pas partie de son nom de famille. Il s'agissait à l'origine de son deuxième prénom, donné en l'honneur de sa grand-mère maternelle. Selon une légende familiale, la mère de cette grand-mère serait arrivée au Royaume-Uni en provenance d'Irlande sur un bateau appelé Zeta et aurait donné ce nom à sa fille. Lorsque la jeune fille a commencé sa carrière d'actrice, elle a décidé d'inclure son deuxième prénom dans son nom de scène afin de se démarquer des autres Catherine Jones. Son père, David James Jones, d'origine galloise, travaillait dans une boulangerie en tant que boulanger et caissier pour nourrir sa famille nombreuse. Outre la petite Catherine, ils avaient 2 fils. La famille était pauvre et vivait dans un quartier défavorisé de la ville côtière galloise de Swansea. La mère, Patricia, était serveuse, ce qui les aidait à joindre les 2 bouts. Cela a duré jusqu'aux années 80, lorsque la famille est soudainement devenue riche. Les parents ont acheté un billet de loterie qui leur a rapporté 100 000 livres. Ce qui leur a permis non seulement d'acheter leur propre pâtisserie et une maison décente dans un bon quartier de Swansea, mais aussi de payer un studio de danse à leur fille, ce dont elle rêvait. Il a été noté que personne dans la famille, à l'exception de Catherine, ne s'intéressait à l'art. Très jeune, elle a frôlé la mort à cause d'une maladie. C'est pourquoi elle a été élevée comme une princesse entourée d'attention. D'ailleurs, la petite cicatrice qu'elle porte au cou est le résultat de l'opération de la trachée qui lui a sauvé la vie. Cependant, la jeune fille n'a pas grandi gâtée. Frappant les autres par sa discipline, à l'âge de 4 ans, Catherine dansait pendant les vacances et chantait dans la chorale de l'église locale où tous ceux qui la voyaient lui prédisaient un grand avenir d'actrice. Dès l'âge de 7 ans, elle se lance dans la chorégraphie avec un dévouement total, s'imposant un emploi du temps strict pour toute la semaine. 3 ans plus tard, Jones brillait déjà sur la scène du théâtre de la ville. Et 4 ans plus tard, elle réussit à passer le casting pour la production de The Pajama Games. C'est son premier rôle sérieux. Une fois la tournée terminée, la jeune actrice quitte l'école sans avoir obtenu le baccalauréat et se rend à Londres. Elle y passe toutes sortes de castings, ne manquant pas une seule occasion d'accéder au grand écran. À cette époque, elle entretient une relation passionnée avec le célèbre présentateur de télévision John Leslie. Catherine est tellement séduite par le charmant écossais qu'elle envisage de passer toute sa vie avec lui. Hélas, sa personnalité s'avère trop difficile. La future star a souffert des crises de jalousie de la part de son compagnon, ce qui a finalement conduit à la rupture. En ce qui concerne sa carrière d'actrice, Catherine a d'abord eu peu de chance. Elle n'a été choisie que comme deuxième doublure de l'actrice principale de la comédie musicale 42 Street. L'année 1990 a été plus fructueuse pour elle,
puisqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de Scheherazade dans le film Les Mille et une nuits. La jeune beauté talentueuse est immédiatement remarquée et un an plus tard, elle obtient un rôle dans la série The Darling Birds of May. La critique et les téléspectateurs britanniques sont ravis et très vite, Catherine part à la conquête d'Hollywood. Elle a immédiatement eu l'occasion de jouer dans un épisode de la série télévisée de George Lucas, The Young Indiana Jones Chronicles, ce qui a donné un coup de fouet à sa carrière Hollywood. La légende veut que son rôle de danseuse Maya ait tellement impressionné Steven Spielberg qu'il a conseillé de l'inviter à jouer le rôle de la bien-aimée de Zorro. Selon une autre histoire, Spielberg aurait remarqué l'artiste en regardant la mini-série Titanic, sortie en 1996. Entre-temps, Catherine a joué dans plusieurs téléfilms, dont Christophe Colomb, The Discovery, Splitting Hairs, The Return of the Native et Catherine the Great, ainsi que dans la mini-série The Cinder Path. Viennent ensuite la comédie dramatique Blue Juice et le film de super-héros The Phantom, bien qu'il ne soit pas très populaire auprès du public. Au cours de la même période, on a proposé à l'actrice de jouer le rôle de Trinity dans le film culte Matrix, mais elle a refusé. Au milieu des années 90, la jeune fille a une relation avec l'acteur écossais Angus MacFadyen. Ils se sont même fiancés, mais ont rompu avant le mariage. En 98, le film d'action au rythme effréné The Mask of Zorro est sorti sur les écrans. Le tournage a également été extrêmement intense et s'est accompagné d'un grand nombre de détails et d'événements curieux. Le rôle d'Elena pourrait être attribué à Penelope Cruz, à l'actrice suédoise Isabella Scorupco ou à la chanteuse passionnée Shakira, mais c'est Catherine qui a eu le plus de chance. Afin de s'adapter parfaitement au rôle, l'actrice, comme à son habitude, s'est mise avec ardeur à apprendre les disciplines utiles au tournage. Équitation, escrime, danse, espagnol. Elle a réussi particulièrement bien dans l'apprentissage de ce dernier. À tel point que les personnes qui ne connaissent pas sa biographie pouvaient jurer qu'elle était une vraie espagnole. Le film a connu un succès retentissant, rapportant 250 millions de dollars au box-office pour un budget seulement de 95 millions de dollars, et a également obtenu 2 nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Would you care to try something more robust? Or do you feel unequal to the task? No, on the contrary, Don Alejandro. I think only of your distaste for perspiration. La même année, un autre petit événement se produit, qui influencera le reste de la vie de Zeta-Jones. L'actrice fait une impression inoubliable sur le titan hollywoodien Michael Douglas, à tel point qu'il a immédiatement souhaité qu'elle devienne la mère de ses enfants. Dès qu'il le put, il chercha à la rencontrer. La première conversion a lieu lors d'un festival en France et n'impressionne pas l'actrice. Douglas, séducteur expérimenté, a tout de suite tout essayé. Il a fait part de ses projets, mais Catherine s'est contentée d'en rire. Mais l'acteur n'a pas l'intention d'abandonner. Il couvre la jeune fille de cadeaux, de fleurs, et elle ne remarque même pas qu'elle commence à lui parler pendant des heures au téléphone et à rêver de regarder des films avec lui et de lui préparer de délicieux dîners. À partir de ce moment, la cour persistante s'est transformée en une relation traditionnelle. En 1999, Catherine a joué dans les films de The Hunting and Entrapment. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs films policiers et a fait sensation dans l'industrie. Le rôle principal, celui d'un imposant voleur, est tenu par Sean Connery. Zeta-Jones a suivi son partenaire légendaire et a donné le meilleur d'elle-même sur le plateau. Elle a ainsi réalisé une cascade dangereuse, sautant d'une poutre du plafond sur une table, tout en faisant un saut périlleux arrière. Le film a rapporté 212 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste et a été très populaire auprès du public. Les fans ont particulièrement remarqué la scène où Catherine passe à travers une grille de rayons laser dans laquelle elle montre les merveilles de la plasticité de la grâce. Les plans où le personnage de Connery vient interroger Catherine sont également dignes d'intérêt. Elle était allongée sous un simple drap blanc et à ce moment-là, elle est en fait complètement nue. I called you at 4:30 this morning. I was home in bed. You didn't pick up. I didn't want to pick up. You had company. He came in the window. How romantic. I think that's how he got in. L'année 2000 a été marquée par un événement important pour Catherine et Michael qui ont appris qu'ils allaient devenir parents. Le soir du Nouvel An 2000, il demande sa bien-aimée en mariage et lui offre une bague ancienne d'une valeur d'1 million de dollars. Cependant, le diamant de 10 carats le plus pur et le désir passionné de Michael d'épouser sa bien-aimée le plus rapidement possible ont été quelque peu éclipsés par le fait que l'acteur était encore légèrement marié.
Pour résoudre ce problème, le jeune marié a dû donner à son ex une énorme somme de 45 millions de dollars. En août, le couple Douglas a eu un fils, qu'il a nommé Dylan. Et en novembre de la même année, il a célébré un mariage luxueux d'une valeur de 1,5 million de dollars. La célébration a eu lieu au célèbre hôtel Plaza de New York et la robe de sa mariée a coûté à elle seule 250 000 dollars. Les invités vedettes, parmi lesquels Tom Hanks, Brad Pitt, Sharon Stone, Steven Spielberg et Jennifer Aniston, se sont amusés et ont félicité les jeunes mariés. Catherine et Michael ont compris qu'il était absurde d'essayer de se cacher de la presse un jour pareil. Ils ont donc vendu les droits de couverture de l'événement au magazine britannique OK. Les journalistes se sont beaucoup intéressés au couple, notamment en raison de leur grande différence d'âge. Fait amusant, le couple est né le même jour avec une différence de 25 années. Peu de gens croyaient que quelque chose pourrait sortir de cette relation, mais comme la vie l'a montré, le mariage des deux stars s'est avéré extrêmement solide, même s'ils ont dû traverser beaucoup d'épreuves. Catherine elle-même appelle les secrets d'un mariage réussi le sens de l'humour et le respect. Le contrat de mariage, sur lequel l'actrice a insisté avant de répondre au « oui » qu'elle chérissait tant, a apparemment joué un rôle important. Selon ces termes, en cas d'infidélité, Michael est tenu de verser à sa femme une somme décente pour chaque année de vie commune. Le montant exact n'est pas connu, mais la fourchette se situe entre 1 et 3 millions de dollars. En 2000, sortent le drame musical High Fidelity et le thriller Traffic, dans lequel l'actrice joue alors qu'elle est enceinte de son fils. Pour ce travail, Catherine a reçu un cachet de 3 millions de dollars et une nomination aux Golden Globes. I'm European. I say that to my doctor. I'm European. I'm allowed to drink red wine. Oh, my doctor said it was fine when I was pregnant. A glass a week, After my amnio. amnio, he said, "Okay, now you can go and have a glass of red wine." You're like, I had two. En 2001, Zeta Jones est apparue dans le film America's Sweetheart. À cette époque, les revenus de Catherine augmentent rapidement et s'élèvent à 5 millions de dollars. Mais le véritable triomphe de Catherine a été l'adaptation de la comédie musicale Chicago, jouée à Broadway. Il convient de noter que l'intrigue de la pièce est basée sur des événements réels qui se sont déroulés aux États-Unis au début du XXe siècle. La première tentative d'adaptation cinématographique a été faite par Miramax en 1994, et avant cela, les droits de la production ont été achetés par le réalisateur Bob Fosse. Selon son idée, les rôles principaux devaient être tenus par Liza Minnelli, Goldie Hawn et Frank Sinatra, mais en raison de la mort de Fosse, le projet a été abandonné. Le réalisateur du film, de 2002, Rob Marshall, a envisagé Charlize Theron, Madonna, Angelina Jolie et Britney Spears pour les rôles féminins principaux. Et ce n'est pas tout. En ce qui concerne Zeta Jones, on lui a immédiatement proposé le rôle de Roxy Hart. Mais l'actrice voulait jouer Velma Kelly. Elle aimait tellement la chanson All That Jazz qu'elle était heureuse de sacrifier à la fois le rôle principal et ses magnifiques boucles qu'elle a coupées en un carré impeccable avec une frange parfaitement droite. Elle a fait exprès pour que les longs cheveux tombant sur son visage ne permettent pas au public de douter qu'elle exécute seule toutes les chorégraphies du film. L'actrice a d'ailleurs déclaré que travailler dans une comédie musicale était presque aussi douloureux et excitant à la fois que d'avoir un bébé. No. I danced in the chorus. Oh. Well, that was before I met my husband, Amos. Look, honey, you want some advice? Here it is, direct from me to you. Keep your paws off my underwear, okay? Son rôle de Velma Kelly a été apprécié non seulement par les spectateurs ordinaires, mais aussi par les professionnels. Pour ce rôle, l'actrice a reçu un cachet de 8 millions de dollars, une nomination au Golden Globe Award et un Oscar. La belle s'est présentée à la cérémonie dans une magnifique robe noire qui ne cachait pas son ventre arrondi. La cérémonie a eu lieu la veille de son deuxième accouchement. En 2003, le couple a une fille, Caris Zeta. La même année, 2 films mettant en scène Zeta Jones sont apparus simultanément sur les écrans. Il s'agit du film d'animation Sinbad, Legend of the Seven Seas, dans lequel elle interprète l'un des personnages principaux, et de la comédie romantique intolérable Cruelty. En 2004, elle a participé aux films mémorables The Terminal et Ocean 12. The French police think he's better than Lamarck. Well, he is French. Let me give you some advice. Find out how you offended him. Apologize. Beg for mercy. L'année suivante, la suite du film sur le fringant justicier est sortie. Catherine a reçu 10 millions de dollars pour la légende de Zorro. Mais dans l'ensemble, le film n'a pas fait bonne impression. Il a reçu des critiques négatives, bien qu'il ait rapporté 142 millions de dollars au box-office. I don't believe it.
I cannot believe I fell for it. Husband promises to quit, gullible wife believes him. How could I be so stupid? En 2007, 2 autres films sont sortis. Le film d'amour surnaturel Death Defying Acts et la comédie romantique No Reservation. Il s'agit en fait d'un remake du film allemand Mostly Martha, retravaillé par le réalisateur peu connu Scott Hicks, mais ce n'est hélas pas un chef-d'œuvre. L'actrice a pourtant fait de gros efforts et a même travaillé incognito comme serveuse dans un restaurant italien, où les visiteurs s'émerveillaient de la ressemblance de l'employé avec la célébrité. Nick is an excellent. I know nothing about him. I had no idea what. Give me some credit. He was a sous chef at Il Treviso. Italian? You bring a sous chef from an Italian restaurant, and I'm the one in therapy? Ce film a été suivi d'un autre film obscur, The Rebound, qui a été tourné à New York, Istanbul et Paris. Le travail acharné et l'accouchement ont laissé des traces sur l'actrice, et Catherine a rapidement commencé à présenter des symptômes de troubles affectifs bipolaires. Ce trouble se caractérise par une alternance de phases d'activité intense et de dépression et altère considérablement la vie de l'individu. Son époux vedette commence à se lasser de cet état de fait, mais voilà que, comme un coup de tonnerre venu d'un ciel dégagé, la nouvelle de sa propre maladie tombe. En 2010, les médecins ont diagnostiqué chez Michael une terrible maladie, un cancer du larynx. Tout cela s'est produit alors que Cameron, le premier fils de Douglas, a été arrêté, accusé de trafic de drogue et condamné à 5 ans de prison. Catherine change alors immédiatement de métier et consacre toute son énergie à aider son époux bien-aimé. 1 an plus tard, Michael Douglas a annoncé publiquement qu'il avait vaincu le cancer et qu'il avait repris le chemin des tournages. Catherine plonge elle aussi dans les profondeurs familières du cinéma. En 2 ans, elle réussit à apparaître dans 6 films. Lay the Favorite, Rock of Ages, Playing for Keeps, Broken City, Side Effect and Rent 2. How are things? Yeah, Frank, how are things? Sarah? This is Katja. Yeah, hi. I need to speak to you. Et c'est à ce moment-là que la maladie de l'actrice réapparaît dans sa vie et celle de Michael avec une vigueur renouvelée. Cette fois, Douglas a perdu son sang-froid. Il a déclaré qu'en raison de la dépression à laquelle sa femme était sujette, il était impossible de vivre avec elle. Après quoi, le couple a annoncé sa séparation et le début de la procédure de divorce. Michael a également laissé entendre que sa femme était dépendante de l'alcool fort en raison de son état. Cependant, 3 mois plus tard, le couple s'est reformé. Comme indiqué, Zeta-Jones a suivi une thérapie intensive et s'est rétablie. Elle a repris sa carrière d'actrice et était parue dans les séries Queen America, Feud et Prodigal Son, ainsi que dans les films Dad's Army et Cocaine Got Mother. En 2002, Catherine atteint un nouveau stade de célébrité. Dans la série Netflix Wednesday, qui est devenue un succès mondial, l'actrice a joué le rôle de Morticia Adams, la mère d'une jeune fille inhabituelle et audacieuse. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Les fans et les critiques, qui ont d'abord douté de cette décision de casting, ont finalement convenu que la performance de l'actrice méritait d'être saluée. Le duo entre Catherine et l'acteur portoricain Luis Guzman, qui incarne son mari dans la série, était particulièrement délicieux. Malgré une interruption de travail importante et les problèmes, Catherine est restée en bonne forme. Les téléspectateurs peuvent désormais la voir dans la série de Disney National Treasure, Edge of History. Il convient de noter que les prestations de l'actrice ont toujours été généreusement rémunérées. Aujourd'hui, Catherine Zeta-Jones, qui était autrefois une pauvre fille de la banlieue de Swansea, est devenue une femme très riche. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars, et il ne s'agit pas seulement des revenus tirés des tournages. On rapporte qu'une seconde de publicité de l'actrice coûte environ 4 000 €. Au fil des ans, elle a joué dans des publicités pour les cosmétiques Elizabeth Arden, le système de paiement Visa et les voitures Alfa Romeo. Un contrat de 2 ans avec l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile a rapporté à l'actrice 20 millions de dollars. Et en 2019, on l'a vue dans une publicité pour Friendly où elle jouait avec sa fille. Il y a quelques années, Zeta-Jones a lancé sa propre ligne de chaussures en collaboration avec la marque Butterfly Twist, connue pour son approche écologique de la production. Outre sa collection de chaussures, Catherine produit du maquillage, des vêtements de sport et des articles ménagers sous sa propre marque Casa Zeta-Jones. Au fil des années du mariage, Zeta-Jones et Douglas ont accumulé un patrimoine immobilier haut de gamme.
Le couple de stars possède un appartement spacieux à New York avec vue sur Central Park qu'il a récemment décidé de vendre. Le prix avait d'abord été fixé à 21,5 millions de dollars, mais au début de l'année 2022, le couple a décidé de le ramener à 19,5 millions de dollars. Les acheteurs potentiels disposeront d'un penthouse de luxe avec 4 chambres à coucher, un salon spacieux et un dressing, réalisé dans un style classique. Apparemment, en 2019, la famille allait procéder à une rotation de la propriété. Ils ont vendu à 12 hectares de terrain dans le comté de Westchester, à New York, et qu'ils avaient acheté en 2015 pour 11 millions de dollars. Ils ont réussi à doubler le prix. La même année, ils ont acheté une maison dans le même état d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Toujours en 2019, une villa de style anglais aux Bermudes d'une valeur de 10,6 millions de dollars a été mise en vente. Mais la vente n'a finalement pas eu lieu et le lot a été retiré de la vente aux enchères. Catherine et Michael ont passé beaucoup de temps dans cette maison après le mariage, si bien que leurs enfants n'ont pas soupçonné au début qu'ils grandissaient dans une famille de célébrités hollywoodiennes. Le couple possède également une villa blanche comme neige, cachée dans une végétation luxuriante à Majorque, en Espagne, qui a attiré la noblesse européenne du 19e siècle. La maison de 10 chambres est décorée avec beaucoup d'amour. Son design est de bon goût et discrètement luxueux. Une grande partie de la décoration intérieure et du mobilier a été choisie directement par les propriétaires. La propriété est assez grande, totalisant environ 10 000 mètres carrés. Il y a une salle à manger formelle, plusieurs salons décorés d'antiquités, ce qui passionne Douglas d'ailleurs. Le coût de cette propriété est estimé à 33 millions de dollars. Mais comme l'ex-femme de Michael reste copropriétaire de la propriété, celle-ci ne peut être vendue. La diva hollywoodienne possède un SUV Lexus noir d'une valeur de 130 000 dollars qu'elle conduit dans la vie de tous les jours. Douglas et Zeta-Jones ont été aperçus une fois en train de rouler au Pays de Galles dans une Jaguar d'occasion. Il s'est avéré plus tard que le couple était arrivé dans la ville natale de l'actrice pour participer à une compétition de golf. Catherine Zeta-Jones est une femme qui impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par son étonnante détermination. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonne pas et regarde en face toutes les circonstances de la vie, les défiant avec audace. Elle n'a pas peur des expériences ni des tâches difficiles. La comédie musicale Cléo sortira bientôt, dans laquelle l'actrice incarnera la fatale reine égyptienne Cléopâtre. Quel film avec cette actrice préférez-vous? Thank you. I had a wonderful time. Unfortunate that it has to end. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!